Pendant 12 ans, personne n'a entendu sa voix. Pendant 12 ans, il est resté enfermé dans l'obscurité d'une cave, développant une force silencieuse et une patience inhumaine. Quand enfin les portes se sont ouvertes, ce qui en est sorti n'était plus tout à fait un homme. Et ce qui s'est passé ensuite dans les plantations du comté de Willow Creek, en Caroline du Sud, entre 1863 et 1864, reste l'une des séries de meurtres les plus troublantes jamais documentées dans les archives judiciaires de l'époque. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, retournons en Caroline du Sud, à l'époque où l'Amérique se déchirait dans une guerre fratricide et où, dans l'ombre de cette grande tragédie nationale, se préparait un drame encore plus sombre. L'année 1851 marqua un tournant dans l'histoire de la plantation Riverside, située à quelques kilomètres au sud de Charleston, en Caroline du Sud. Cette propriété de près de 2000 hectares, bordée par les méandres paresseux de la rivière Ashley, incarnait tout ce que le Sud-Américain représentait à cette époque. La richesse bâtie sur le coton, l'opulence architecturale des demeures coloniales et le système esclavagiste qui soutenait cette prospérité apparente. La grande maison, construite en 1828, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires couverts de mousse espagnole. Ses colonnes blanches, hautes de 3 étages, reflétaient la lumière dorée du soleil couchant, créant l'illusion d'un palais sorti tout droit de l'imaginaire des planteurs qui rêvaient de noblesse et de grandeur. Mais derrière cette façade immaculée se cachait une réalité bien plus sombre, faite de labeur forcé, de souffrances tues et de secrets enfouis dans les recoins les plus obscurs de la propriété. Elijah Caldwell, le maître de Riverside, était un homme de 45 ans, au visage anguleux et aux yeux d'un bleu glacial. Fils d'un riche marchand de Charleston qui avait fait fortune dans le commerce du coton et du tabac, Elijah avait hérité de la plantation à la mort de son père en 1848. Contrairement à certains planteurs qui affichaient une certaine affabilité publique envers leurs esclaves, considérant cela comme une marque de bon ton, Elijah ne s'embarrassait pas de telles hypocrisies. Pour lui, les esclaves étaient une ressource économique, ni plus ni moins, et il les gérait avec la froideur d'un comptable examinant ses registres. Sa femme Margaret, née Harrington, était une femme frêle et nerveuse, dont le visage pâle semblait perpétuellement marqué par une anxiété sourde. Elle passait le plus clair de ses journées dans le salon du premier étage, brodant ou lisant des romans sentimentaux venus d'Europe, se tenant aussi éloignée que possible de la réalité brutale qui se déroulait dans les champs et les dépendances de la plantation. Leur fils unique, Thomas, âgé de 17 ans en 1851, était un jeune homme au tempérament violent et imprévisible, qui prenait un plaisir malsain à exercer son autorité sur les esclaves de la propriété. La plantation comptait 123 esclaves en 1851. La plupart travaillaient dans les champs de coton, sous la surveillance constante de contremaîtres blancs qui n'hésitaient pas à utiliser le fouet pour maintenir la discipline et la productivité. D'autres servaient dans la grande maison, s'occupant de la cuisine, du ménage, de l'entretien des jardins et des écuries. La vie de ces hommes et femmes était réglée par le son de la cloche qui résonnait à l'aube, marquant le début d'une journée de travail qui ne se terminait qu'au coucher du soleil, parfois même plus tard, pendant les périodes de récolte. Les quartiers des esclaves se trouvaient à environ 300 mètres de la grande maison, dissimulés par un bosquet de pins. C'étaient de petites cabanes en bois, aux planches disjointes, laissant passer le vent et la pluie, où s'entassaient des familles entières, dans des conditions d'insalubrité révoltantes. Chaque cabane, mesurant environ 4 mètres sur 5, abritait généralement entre 6 et 8 personnes. Les enfants dormaient à même le sol sur des paillasses usées, tandis que les adultes se partageaient les quelques lits de fortune construits avec des planches de récupération. Mais ce n'était pas dans ces cabanes surpeuplées que se trouve le cœur de notre histoire. Non, le véritable théâtre du drame qui allait se jouer se situait dans les profondeurs de la grande maison elle-même, dans une cave spacieuse que peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Cette cave,
construite en 1828 en même temps que la maison, s'étendait sur presque toute la surface du rez-de-chaussée. Accessible par un escalier raide depuis la cuisine, elle servait à l'origine de cellier et de réserve pour les provisions hivernales. Les murs en pierre épaisse maintenaient une température fraîche et constante, idéale pour la conservation des aliments. Des étagères en bois massif couraient le long des murs, supportant des rangées de conserves, de jambon fumé, de fromage et de bouteilles de vin importées d'Europe. Mais dans l'angle sud-est de cette cave, séparé du reste par un mur de pierre ajouté ultérieurement, se trouvait un espace d'environ 4 mètres sur 6, une sorte de cellule dont l'existence n'était connue que de quelques personnes. C'est dans cet espace que le destin de Silas allait se sceller, transformant un homme en quelque chose d'autre, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Silas était né sur la plantation en 1832, fils de Ruth et de Jacob, 2 esclaves travaillant dans les champs de coton. Mais Silas n'était pas comme les autres enfants nés sur la plantation. Dès sa naissance, il était devenu évident qu'il souffrait d'albinisme, une condition qui le rendait immédiatement remarquable et, aux yeux de beaucoup, profondément dérangeant. Sa peau était d'une pâleur spectrale, presque translucide sous la lumière du soleil. Ses cheveux, d'un blanc laiteux, contrastaient violemment avec le brun foncé ou le noir de jais des autres esclaves. Mais c'était surtout ses yeux qui troublaient ceux qui le regardaient. D'un rose pâle tirant sur le gris, il semblait presque dépourvu de couleur, donnant à son regard une qualité étrange, presque fantomatique. Les paupières clignaient constamment, car la lumière du jour lui causait une douleur intense, le forçant à garder les yeux mi-clos en permanence. Dans la communauté esclave, Silas était l'objet de superstitions variées. Certains le voyaient comme un signe de malchance, une marque de malédiction divine. D'autres, plus compatissants, considéraient simplement qu'il était différent, ni meilleur ni pire, juste marqué par une particularité physique que personne ne pouvait expliquer. Sa mère, Ruth, l'aimait avec une férocité désespérée, le protégeant autant qu'elle le pouvait des regards hostiles et des moqueries cruelles des enfants. Elijah Caldwell, fasciné par cette curiosité de la nature, avait décidé très tôt que Silas ne travaillerait pas dans les champs. La lumière du soleil était trop douloureuse pour lui, et sa peau brûlait en quelques minutes d'exposition, se couvrant de cloques douloureuses. Au lieu de cela, Silas fut affecté aux travaux d'intérieur, nettoyage des écuries avant l'aube, entretien des dépendances, travaux dans les zones ombragées de la propriété. Il apprit également à lire et à écrire, une compétence rare parmi les esclaves, car Elijah trouvait utile d'avoir quelqu'un capable de tenir des registres simples et de déchiffrer les étiquettes des caisses de marchandises. Silas grandit ainsi dans une sorte d'entre-deux, ni tout à fait accepté par la communauté esclave, qui le voyait comme un étranger marqué, ni considéré comme un domestique de confiance par les maîtres qui le trouvaient dérangeant à regarder. Cette position marginale développa en lui une intelligence vive et une capacité d'observation aiguë. Il apprit à se faire oublier, à se fondre dans les ombres, à écouter les conversations sans être remarqué. Il comprit très tôt les dynamiques de pouvoir qui régissaient la plantation, les tensions entre les maîtres et les esclaves, les jalousies et les alliances secrètes qui tissaient la toile complexe des relations humaines dans ce microcosme oppressif. En 1851, Silas avait 19 ans. C'était un jeune homme de taille moyenne, mince mais étonnamment fort, avec une coordination physique remarquable, développée par des années de travail manuel varié. Son apparence restait profondément troublante. La pâleur de sa peau semblait s'être accentuée avec l'âge, et ses yeux roses avaient pris une teinte plus grisâtre, leur donnant une profondeur inquiétante. Il parlait peu, ayant appris depuis l'enfance que le silence était souvent la meilleure stratégie de survie. C'est au cours de cet été étouffant de 1851 que Silas commit l'acte qui allait changer le cours de sa vie de manière irréversible. Il faut comprendre que la décision de fuir une plantation dans le sud américain à cette époque n'était pas prise à la légère. Les châtiments pour une tentative d'évasion étaient d'une brutalité calculée pour servir d'exemple et dissuader toute velléité d'imitation.
Les fugitifs repris étaient généralement fouettés publiquement, parfois mutilés, et dans les cas les plus graves, pendus devant l'assemblée des autres esclaves. Mais Silas avait ses raisons. Sa mère, Ruth, était tombée gravement malade au printemps. Une toux persistante qui avait commencé comme un simple rhume s'était transformée en quelque chose de bien plus grave, probablement une pneumonie ou une tuberculose. Les esclaves malades recevaient rarement des soins médicaux adéquats, considérés comme un investissement peu rentable si l'issue semblait fatale. Ruth avait continué à travailler dans les champs malgré sa faiblesse croissante, jusqu'au jour où elle s'était effondrée entre les rangées de coton, crachant du sang sur la terre rouge. Elle était morte 3 jours plus tard, dans la cabane surpeuplée où elle partageait son espace avec 7 autres personnes. Silas était resté près d'elle jusqu'à la fin, tenant sa main froide et moite, écoutant sa respiration devenir de plus en plus laborieuse, jusqu'au dernier râle qui avait semblé durer une éternité. Il avait 21 ans, et il venait de perdre la seule personne qu'il avait vraiment aimée dans ce monde. Le père de Silas, Jacob, était mort 5 ans plus tôt, écrasé par un arbre tombé lors d'un travail de défrichement. Silas se retrouvait donc complètement seul, sans attache familiale, sans raison de continuer à endurer cette existence de servitude et d'humiliation quotidienne. Quelque chose s'était brisé en lui à la mort de sa mère, une barrière psychologique qui jusque-là l'avait maintenu dans l'acceptation résignée de son sort. Il commença à planifier sa fuite avec une minutie qui témoignait de son intelligence et de sa capacité d'observation. Il avait entendu parler du chemin de fer clandestin, ce réseau secret d'abolitionnistes qui aidait les esclaves fugitifs à atteindre les États du Nord et le Canada. Il savait que certains Quakers vivant dans les environs de Charleston sympathisaient avec la cause abolitionniste, même s'ils devaient garder leurs convictions secrètes sous peine de représailles sociales et économiques. Pendant 3 mois, Silas mit de côté de petites portions de sa maigre nourriture, les cachant dans un sac qu'il dissimula sous les lattes de plancher d'une remise abandonnée. Il vola également une vieille couverture, un couteau de cuisine dont la lame était presque usée et une gourde. Il étudia les habitudes des patrouilleurs, ces hommes blancs qui surveillaient les routes la nuit à la recherche d'esclaves en fuite, notant mentalement leurs itinéraires et les heures de leur ronde. La nuit du 23 août 1851, Silas fit sa tentative. C'était une nuit sans lune. L'obscurité était totale, ce qui convenait parfaitement à ses yeux sensibles habitués à l'ombre. Il quitta sa cabane vers 2 heures du matin, se glissant silencieusement entre les bâtiments endormis, évitant les chiens dont il connaissait les emplacements et les habitudes. Il récupéra son sac dans la remise, puis se dirigea vers le nord, longeant la lisière des bois pour éviter les chemins principaux. Pendant 2 jours, il progressa à travers les forêts de pins et les marécages, se déplaçant principalement la nuit, se cachant le jour dans des fourrés denses ou des creux d'arbres. Il buvait l'eau des ruisseaux, mangeait les quelques provisions qu'il avait pu mettre de côté, complétées par des baies sauvages dont il connaissait l'innocuité. Sa peau pâle, habituellement un tel handicap, devenait presque un avantage dans l'obscurité nocturne, lui permettant de se fondre dans les ombres argentées de la forêt. Mais le 3e jour, sa chance tourna. Il était caché dans un fossé peu profond, couvert de feuilles et de branches, attendant que la nuit tombe pour reprendre sa route, quand il entendit le son qu'il redoutait le plus, l'aboiement des chiens de chasse. Les patrouilleurs avaient été alertés de sa disparition et ils avaient lancé les limiers sur sa piste. Les chiens le trouvèrent en moins d'1 heure. C'étaient des bêtes énormes, dressées spécifiquement pour traquer les fugitifs, leurs mâchoires puissantes capables de briser des os. Silas tenta de se défendre avec son couteau pathétique, mais les chiens étaient trop rapides, trop nombreux. L'un d'eux lui mordit profondément le bras gauche, déchirant la chair jusqu'à l'os. Un autre le saisit à la jambe, le faisant tomber lourdement sur le sol boueux. Les patrouilleurs arrivèrent quelques minutes plus tard. 4 hommes blancs à cheval, des fusils en bandoulière et des fouets à la ceinture. Ils rappelèrent les chiens, puis l'un d'eux descendit de cheval et frappa Silas au visage avec la crosse de son fusil,
lui brisant le nez dans un craquement horrible. Le sang jaillit, éclaboussant sa peau déjà pâle d'un rouge vif et grotesque. Ils l'attachèrent avec une corde rugueuse, les mains liées dans le dos si serré que ses poignets enflèrent immédiatement. Puis, ils le forcèrent à marcher derrière les chevaux pendant les 30 kilomètres qui les séparaient de la plantation Riverside. Chaque fois qu'il trébuchait ou ralentissait, l'un des hommes le frappait avec son fouet, laissant des marques sanglantes sur son dos et ses épaules. La douleur était atroce, mais Silas ne poussa pas un seul cri, serrant les dents jusqu'à ce qu'elles lui fassent mal, refusant de leur donner la satisfaction d'entendre sa souffrance. Ils arrivèrent à la plantation au coucher du soleil du 4e jour. Tous les esclaves avaient été rassemblés dans la cour devant la grande maison, forcés d'assister au retour du fugitif. Silas fut jeté à terre, son corps meurtri soulevant un nuage de poussière rouge. Elijah Caldwell se tenait sur le perron de la grande maison, les bras croisés, son visage impassible comme celui d'une statue de marbre. Le châtiment habituel pour une tentative de fuite était le fouet, 50 à 100 coups administrés publiquement. Mais Elijah avait quelque chose d'autre en tête. Il descendit lentement les marches du perron, s'approcha de Silas toujours allongé dans la poussière et le regarda longuement, ses yeux bleus glacials examinant le fugitif comme un entomologiste observerait un insecte épinglé. « Silas », dit-il finalement, sa voix calme et posée, presque conversationnelle, « tu as déçu ma confiance. Tu as reçu un traitement plus favorable que les autres, et voilà comment tu me remercies. » Silas ne répondit pas. Son visage ensanglanté, son nez brisé, ses lèvres fendues, tout son être exprimait une souffrance muette, mais aussi quelque chose d'autre, une lueur de défi dans ses yeux roses, un refus de se soumettre complètement malgré la situation désespérée. Elijah remarqua cette lueur. Cela sembla presque l'amuser. « Je pourrais te faire fouetter, » continua-t-il. « Je pourrais te faire pendre, ce serait mon droit. Mais je pense qu'un châtiment différent serait plus approprié pour quelqu'un comme toi. » Il fit un signe à 2 de ses contremaîtres qui saisirent Silas par les bras et le forcèrent à se relever. Puis, sous les regards horrifiés des autres esclaves, ils le traînèrent vers la grande maison, non pas vers l'entrée principale, mais vers une petite porte latérale qui menait directement à la cuisine. Margaret Caldwell, qui observait la scène depuis une fenêtre du 1er étage, détourna le regard, portant une main tremblante à sa bouche. Elle savait ce que son mari avait en tête, et elle n'avait pas la force de s'y opposer. Elle ne l'avait jamais eu. Ils descendirent Silas dans la cave par l'escalier raide. L'obscurité était presque totale, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une lanterne à huile que tenait l'un des contremaîtres. L'air était frais et humide, chargé d'une odeur de terre et de provisions stockées. Ils traversèrent la partie principale de la cave, passant devant les étagères chargées de conserves et de jambon, jusqu'à atteindre le mur du fond. C'est là que se trouvait une porte en bois massif, fermée par une lourde barre de fer. Les contremaîtres soulevèrent la barre et poussèrent la porte, révélant l'espace derrière. Une pièce d'environ 4 mètres sur 6, au mur de pierre brute, sans fenêtre ni ouverture autre que la porte elle-même. Le sol était en terre battue, légèrement humide. Dans un coin se trouvait une paillasse sale et une vieille couverture moisie. Un seau en bois servait de latrine. Mais ce qui dominait l'espace, ce qui en faisait quelque chose d'encore plus sinistre qu'une simple cellule, c'était la grande cage en fer qui occupait presque tout le centre de la pièce. Construite avec des barreaux épais comme le poignet d'un homme, elle mesurait environ 3 mètres sur 4, assez haute pour qu'un homme puisse s'y tenir debout, assez large pour qu'il puisse faire quelques pas. La porte de la cage était équipée d'un cadenas massif. Cette cage avait été installée là par le père d'Elijah, des décennies auparavant, dans un but que personne ne connaissait vraiment. Certains disaient qu'elle avait servi à punir des esclaves particulièrement récalcitrants. D'autres murmuraient des histoires plus sombres encore. Mais depuis de nombreuses années, elle n'avait pas été utilisée, restant là comme un vestige d'une époque encore plus brutale. Jusqu'à maintenant, les contremaîtres jetèrent Silas à l'intérieur de la cage. Son corps meurtri heurta les barreaux avec un bruit métallique sourd.
Elijah entra dans la pièce, tenant lui-même la lanterne maintenant, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Tu voulais partir, Silas, » dit-il, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. « Tu voulais être libre, mais la liberté n'existe pas pour quelqu'un comme toi. Alors voici ce que je t'offre à la place. Le silence, l'obscurité, le temps de réfléchir à ta trahison. » Il fit un signe, et l'un des contremaîtres verrouilla la porte de la cage avec le cadenas, dont le claquement résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la cave. « Personne ne viendra te voir, » continua Elijah. « On te descendra de la nourriture et de l'eau une fois par jour, toujours à la même heure. Tu ne parleras à personne. Tu ne verras personne, sauf le domestique qui t'apportera tes repas, et il aura ordre de ne jamais t'adresser la parole. Tu resteras ici jusqu'à ce que j'estime que tu as été suffisamment puni. Cela peut prendre des mois, cela peut prendre des années. Cela dépendra uniquement de moi. » Il se tourna vers ses contremaîtres. « Allons-y. » Ils sortirent de la pièce, refermant la lourde porte de bois derrière eux. Le bruit de la barre de fer retombant dans ses supports résonna comme un glas. Puis la lumière de la lanterne s'éloigna, montant l'escalier, et l'obscurité devint totale, absolue, écrasante. Silas resta immobile dans la cage, son corps douloureux replié sur lui-même, écoutant le silence qui l'entourait comme une présence vivante. Et pour la première fois depuis qu'il avait été capturé, il se mit à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pâle et ensanglanté, disparaissant dans l'obscurité qui l'avalait. Il ne savait pas encore que cette obscurité allait devenir son monde pour les 12 prochaines années de sa vie. Les premiers jours furent les plus difficiles. Silas, habitué malgré tout à une certaine liberté de mouvement, à la lumière du jour filtrée qu'il pouvait tolérer à l'aube et au crépuscule, à la présence d'autres êtres humains même distants, se retrouvait soudain plongé dans un isolement sensoriel presque total. L'obscurité de la cave était d'une qualité différente de celle de la nuit. La nuit, même la plus noire, contient toujours des variations subtiles, des nuances de gris, des sources de lumière lointaines. Mais dans cette pièce close, située sous terre, sans aucune ouverture vers l'extérieur, l'obscurité était absolue. Silas tendait les bras devant lui et ne voyait pas ses propres mains. Il agitait sa main devant son visage et ne percevait aucun mouvement. C'était comme être aveugle, mais pire, car il savait que ses yeux fonctionnaient, qu'il cherchait désespérément la moindre parcelle de lumière qui n'existait pas. Le silence était presque aussi oppressant. Au-dessus, la vie de la plantation continuait. Les domestiques s'affairaient dans la cuisine, les pas résonnaient sur les planchers de bois, les portes s'ouvraient et se fermaient. Mais ici, dans la cave, ces sons n'étaient que des échos lointains, étouffés par l'épaisseur des murs et des plafonds. Silas tendait l'oreille, essayant de capter ces signes de vie, s'accrochant à eux comme un noyé s'accroche à un bout de bois flotté. La cage elle-même était assez spacieuse pour lui permettre de se tenir debout et de faire quelques pas dans chaque direction. 3 mètres dans un sens, 4 dans l'autre. Silas compta ses pas obsessivement. 1, 2, 3, se retourner. 1, 2, 3, 4, se retourner. Encore et encore, jusqu'à ce que les chiffres perdent leur signification, devenant une simple litanie qui occupait son esprit et empêchait la folie de s'installer. La nourriture arrivait une fois par jour, toujours à la même heure, bien que Silas n'ait aucun moyen de mesurer le temps avec précision. Il entendait d'abord la barre de fer être soulevée, puis la porte de bois s'ouvrir avec un grincement. Une faible lueur de lanterne filtrait dans la pièce, suffisante pour lui faire mal aux yeux après des heures d'obscurité totale. Il fermait instinctivement les paupières, les protégeant de cette agression lumineuse. Un domestique entrait, toujours le même, un vieil homme nommé Samuel, qui avait servi la famille Caldwell pendant plus de 30 ans. Il ne disait jamais un mot, suivant strictement les ordres d'Elijah. Il posait un plateau entre les barreaux de la cage. Du pain dur, parfois un morceau de viande salée ou de poisson séché, une cruche d'eau, rarement des légumes. Puis il repartait avec le plateau du jour précédent, refermant la porte, replongeant Silas dans l'obscurité. Ces brefs moments de lumière,
pas plus de 2 ou 3 minutes, devinrent les seuls repères temporels de Silas. Un jour, c'était l'intervalle entre 2 visites de Samuel. Une semaine, c'était 7 visites. Un mois, environ 30. Mais même ce système était imparfait, car parfois Silas s'endormait et ne savait plus s'il avait manqué une visite ou non. Le temps devenait une notion floue, élastique, qui se dilatait et se contractait selon son état mental. Au début, Silas cria. Il hurla sa rage, sa frustration, son désespoir. Il secoua les barreaux de la cage de toutes ses forces, même si ses mains meurtries protestaient douloureusement. Il supplia, pleurant, demandant qu'on le laisse sortir, promettant qu'il ne tenterait plus jamais de fuir. Mais personne ne répondit jamais. Ses cris se perdaient dans le silence de la cave, absorbés par les murs de pierre, montant peut-être jusqu'à la cuisine, au-dessus, mais n'y provoquant aucune réaction. Peu à peu, il comprit que crier ne servait à rien, que supplier était inutile, que sa voix, dans cet espace, n'avait aucune valeur, aucun pouvoir. Alors il cessa de parler, il cessa de faire du bruit. Il s'enfonça dans un silence intérieur qui reflétait le silence extérieur. Ce silence forcé eut des conséquences profondes sur sa psyché. La parole est un des fondements de l'humanité, le moyen par lequel nous nous connectons aux autres, exprimons nos pensées, affirmons notre existence. En être privé, Silas commença à sentir une partie de son humanité se désagréger. Il pensait encore en mots au début, formulant mentalement des phrases, des arguments, des plaintes. Mais progressivement, sa pensée devint plus abstraite, plus fragmentée, composée d'images et de sensations plutôt que de langage structuré. Les semaines passèrent, puis les mois. Silas développa une routine rigide, la seule chose qui maintenait un semblant d'ordre dans le chaos de son isolement. Après avoir reçu sa nourriture, il mangeait lentement, mâchant chaque bouchée longuement, faisant durer le moment. Puis il buvait son eau par petites gorgées, la faisant rouler dans sa bouche avant de l'avaler. Ensuite venait la partie la plus importante de sa journée, l'exercice. Silas avait compris, avec une clarté qui le surprit lui-même, que s'il ne maintenait pas son corps en activité, il se dégraderait rapidement. La faiblesse musculaire, la raideur des articulations, la perte de coordination, tout cela viendrait s'ajouter à sa torture mentale. Alors il s'exerçait. Il commença simplement par des mouvements que n'importe quel prisonnier pourrait faire. Des flexions. Il se pliait et se relevait, encore et encore, comptant mentalement jusqu'à 50, puis 100. Ses jambes tremblaient d'effort, mais il continuait. Des pompes, bien que l'espace limité de la cage rendit le mouvement difficile. Il devait placer ses mains soigneusement pour éviter de heurter les barreaux. Des abdominaux, allongés sur le sol de terre battu, soulevant son torse encore et encore jusqu'à ce que ses muscles brûlent. Mais Silas alla au-delà de ces exercices basiques. Dans l'obscurité totale, privé de tout stimulus visuel, il développa une conscience corporelle extraordinaire. Il apprit à sentir chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation de son corps. Il expérimenta avec différentes positions, différents mouvements, explorant les limites de ce que son corps pouvait faire dans l'espace confiné de la cage. Il découvrit qu'il pouvait utiliser les barreaux eux-mêmes comme équipement d'entraînement. En s'agrippant aux barreaux horizontaux, il pouvait faire des tractions, soulevant tout le poids de son corps encore et encore, jusqu'à ce que ses bras tremblent d'épuisement. Il utilisait les barreaux verticaux pour s'étirer, plaçant son pied contre un barreau et se penchant en avant pour étirer les muscles de ses jambes. Les mois devinrent une année, puis 2 ans. Le corps de Silas se transforma. La graisse disparut presque complètement, consumée par l'exercice constant et la maigre nourriture. Ses muscles devinrent denses et durs comme du bois noueux, chaque fibre optimisée pour la force et l'endurance. Ses épaules s'élargirent, son dos se muscla, ses bras prirent une définition qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Mais ce n'était pas seulement de la force brute qu'il développait, c'était quelque chose de plus subtil, de plus raffiné.
Dans l'obscurité absolue, chaque mouvement devait être contrôlé avec une précision millimétrique pour éviter de heurter les barreaux. Silas développa une proprioception presque surnaturelle, une capacité à savoir exactement où se trouvait chaque partie de son corps dans l'espace, même sans repère visuel. Il commença à expérimenter avec des mouvements plus complexes, plus fluides, des séquences qui enchaînaient différentes positions, passant d'une posture à l'autre avec une grâce presque chorégraphique. Il inventait ces séquences dans sa tête, puis les pratiquait encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que respirées. L'obscurité, qui au début était son ennemi, devint son allié. Elle aiguisait ses autres sens de manière extraordinaire. Il pouvait entendre le plus infime bruit. Le craquement d'une latte de plancher au-dessus, le grincement d'une porte lointaine, le passage furtif d'un rat dans un recoin de la cave. Son odorat se développa au point qu'il pouvait identifier différentes odeurs avec une précision remarquable. Le pain fraîchement cuit qui descendait de la cuisine, l'odeur de viande rôtie qui filtrait parfois jusqu'à lui, l'odeur d'humidité qui augmentait quand il pleuvait à l'extérieur. Son toucher devint si sensible qu'il pouvait sentir les courants d'air les plus subtils sur sa peau, détecter de minuscules variations de température. Il apprit à lire la texture du sol sous ses pieds, les irrégularités des barreaux sous ses doigts, créant une carte mentale détaillée de son environnement malgré l'absence de lumière. Mais le développement le plus significatif était peut-être dans son esprit. Privé de toute distraction extérieure, de tout stimulus social ou intellectuel, Silas se tourna vers l'intérieur. Il passait des heures dans une sorte de méditation involontaire, son esprit flottant dans un état entre veille et sommeil. Dans cet état, sa perception du temps se modifiait encore plus. Parfois, ce qui lui semblait être des heures n'était que quelques minutes. D'autres fois, il perdait complètement la notion du temps, émergeant de sa transe sans aucune idée de combien de temps s'était écoulé. Il développa également une mémoire extraordinaire. Sans livres à lire, sans conversation à entretenir, il se rappelait tout ce qu'il avait vécu avant son emprisonnement. Chaque conversation qu'il avait entendue, chaque visage qu'il avait vu, chaque détail de la plantation et de ses occupants. Il revivait ses souvenirs encore et encore, les examinant sous tous les angles, y découvrant des détails qu'il n'avait pas remarqués sur le moment. Il se rappelait les habitudes des contremaîtres, leur route de patrouille, leurs faiblesses. Il se rappelait la disposition de la grande maison, chaque pièce, chaque couloir, chaque escalier. Il se rappelait les autres esclaves, leurs histoires, leurs caractères. Et surtout, il se rappelait les Caldwell, Elijah et son regard froid, Margaret et sa faiblesse tremblante, Thomas et sa cruauté juvénile. Ces souvenirs n'étaient pas simplement des reminiscences passives, ils devinrent des objets d'analyse, de planification. Silas ne pensait plus à s'échapper, du moins pas de manière traditionnelle. Mais quelque chose d'autre grandissait en lui, quelque chose de sombre et de patient. Une compréhension que si jamais il sortait de cette cage, il ne serait plus l'homme qui y était entré. Il serait quelque chose d'autre. Si cette transformation vous glace le sang, imaginez ce qui va suivre. Aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il se passera quand Silas retrouvera enfin la liberté. Mais continuons, car les années qui suivirent transformèrent non seulement son corps, mais l'essence même de ce qu'il était. Les années 3, 4 et 5 passèrent dans une sorte de brouillard temporel. Silas ne comptait plus vraiment les jours. Il existait dans un présent éternel, chaque jour identique au précédent, une répétition sans fin de la même routine. Exercice, méditation, sommeil, réveil, nourriture, exercice encore. Un cycle qui tournait comme une roue sans début ni fin. Sa peau, déjà extraordinairement pâle auparavant, prit une teinte presque translucide à force de ne jamais voir la lumière du soleil. Dans les brefs moments où la lanterne de Samuel éclairait la cage, son corps semblait presque phosphorescent, comme celui d'une créature des profondeurs marines, adaptée à l'obscurité totale. Ses cheveux blancs avaient poussé longs, tombant sur ses épaules en mèches emmêlées qu'il ne coupait jamais, n'ayant rien pour le faire.
Mais c'était ses yeux qui avaient le plus changé. Ses pupilles, constamment dilatées au maximum dans l'obscurité, peinaient maintenant à se contracter même face à la faible lumière de la lanterne. Cela lui causait une douleur intense lors des visites quotidiennes de Samuel, le forçant à détourner le regard, à cacher son visage dans ses bras. Cette sensibilité extrême à la lumière était le prix de son adaptation à l'obscurité. Psychologiquement, des changements encore plus profonds s'opéraient. Le silence prolongé avait presque complètement érodé sa capacité à parler. Il ouvrait parfois la bouche, essayant de former des mots, mais seuls des sons rauques et étranglés en sortaient. Ses cordes vocales, inutilisées pendant des années, semblaient avoir oublié leur fonction. Il ne s'en inquiétait pas. Dans son monde, la parole n'avait aucune utilité. Sa pensée elle-même avait évolué vers quelque chose de différent. Il ne pensait plus en mots, mais en sensations, en images mentales, en impulsions. C'était une façon de penser plus primitive, mais aussi plus directe, plus rapide. Quand il entendait un bruit, il ne se disait pas mentalement « c'est le bruit de pas dans la cuisine au-dessus ». Au lieu de cela, son cerveau enregistrait simplement l'information. Mouvement, direction, distance, menace potentielle ou non. Son système nerveux avait développé une réactivité extraordinaire. Dans l'obscurité, les dangers étaient difficiles à percevoir rapidement. Un rat qui s'approchait trop près, un insecte venimeux, un danger imaginaire qui prenait forme dans son esprit perturbé. Silas avait développé des réflexes d'une rapidité incroyable. Au moindre son suspect, son corps réagissait instantanément, se mettant en position défensive ou d'attaque sans que sa conscience ait besoin d'intervenir. Il pratiquait ses réflexes consciemment également, créant des exercices mentaux où il s'imaginait face à différentes menaces. Son corps réagissant à ses ennemis imaginaires avec une précision et une vitesse croissantes. Dans l'obscurité totale de la cave, on aurait pu le voir se déplacer comme une ombre, frappant des adversaires invisibles, esquivant des coups qui n'existaient que dans sa tête. Au-dessus, dans le monde de la lumière et du bruit, la vie de la plantation continuait. Les années 1850 apportèrent des tensions croissantes dans tout le sud américain. Les débats sur l'esclavage devenaient de plus en plus acrimonieux, divisaient les familles, les communautés, la nation entière. Certains États menaçaient de faire sécession si le gouvernement fédéral continuait ce qu'ils percevaient comme des empiètements sur leurs droits. Les planteurs comme Elijah Caldwell devenaient de plus en plus nerveux, sentant que leur mode de vie était menacé. Elijah lui-même avait vieilli. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant striés de gris. Des rides profondes marquaient son visage. Mais son regard restait aussi froid, aussi implacable qu'avant. Il n'avait pas oublié le prisonnier dans la cave. En fait, il y pensait souvent, se demandant si Silas était encore vivant, si la punition avait été trop sévère. Mais son orgueil l'empêchait de descendre vérifier lui-même. Il se contentait de demander occasionnellement à Samuel si le prisonnier était toujours en vie, et le vieux domestique acquiesçait silencieusement. Margaret Caldwell avait décliné encore plus dramatiquement. La culpabilité de ce qui se passait sous sa maison, même si elle refusait de l'admettre ouvertement, rongeait son esprit fragile. Elle avait développé une nervosité maladive, sursautant au moindre bruit, incapable de dormir sans laudanum. Elle passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre, refusant de voir des visiteurs, évitant même son propre mari. Leur fils Thomas était parti étudier le droit à Charleston. Maintenant âgé de 25 ans, en 1859, il était devenu un jeune homme arrogant et brutal, partisan fervent de la sécession et de la préservation de l'esclavage. Il rendait rarement visite à la plantation, trouvant la mélancolie de sa mère et la froideur de son père peu attrayantes. Dans la cave, Silas ne savait rien de tout cela. Son monde s'était rétréci aux dimensions de sa cage, 4 mètres sur 3 de réalité tangible, le reste n'existant que dans ses souvenirs et son imagination. Mais quelque chose commençait à changer en lui, une transformation subtile mais fondamentale. La rage qu'il avait ressentie au début, cette colère brûlante contre l'injustice de son sort,
s'était progressivement transformé en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ce n'était plus une émotion, mais une certitude froide et patiente. Un savoir profond que tout ceci devait avoir des conséquences, que l'équilibre devait être rétabli d'une manière ou d'une autre. Il ne planifiait pas consciemment de vengeance. Son esprit ne fonctionnait plus de cette façon linéaire et rationnelle. C'était plutôt une orientation de tout son être vers un but encore indéfini, une préparation instinctive à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il sentait approcher avec la certitude d'un animal sentant venir l'orage. Les années 6, 7 et 8 virent son corps atteindre un niveau de conditionnement presque surhumain, pas par une capacité physique extraordinaire, mais par une optimisation totale. Chaque gramme de graisse superflue avait disparu. Ses muscles, bien que pas massifs, étaient denses et définis avec une précision anatomique. Sa flexibilité était remarquable, capable de contorsionner son corps dans des positions qui auraient été impossibles pour la plupart des gens. Mais plus important encore, il avait développé une économie de mouvement parfaite. Chaque geste était calculé pour utiliser le minimum d'énergie nécessaire tout en maximisant l'effet. Il pouvait rester complètement immobile pendant des heures, sa respiration ralentie au point d'être presque imperceptible, son métabolisme au ralenti comme celui d'un reptile. Puis, en un instant, il pouvait exploser en mouvement, passant de l'immobilité totale à l'action rapide sans transition apparente. Il avait également découvert qu'il pouvait se déplacer presque silencieusement. Dans l'obscurité, le bruit était le seul moyen de détecter le mouvement. Silas avait appris à placer ses pieds avec une précision telle que le sol de terre battu ne produisait aucun son sous son poids. Il contrôlait sa respiration, éliminant même le léger sifflement de l'air entrant et sortant de ses poumons. Il était devenu une présence fantomatique, capable de traverser son espace sans laisser aucune trace sonore de son passage. Cette capacité à se mouvoir silencieusement devint une obsession. Il la pratiquait constamment, se déplaçant d'un bout à l'autre de sa cage, encore et encore, s'efforçant de ne produire aucun son. Il développa une technique pour répartir son poids de manière à ce que même les barreaux de fer ne grincent pas sous sa main. C'était devenu un jeu pour lui, une façon de défier l'ennui écrasant de son existence. L'année 1860 arriva, apportant avec elle la tempête que tant de gens avaient senti approcher. Abraham Lincoln fut élu président en novembre, et les États du Sud, menés par la Caroline du Sud, commencèrent à faire sécession. En avril 1861, les premières balles de la guerre civile américaine furent tirées à Fort Sumter, à quelques kilomètres seulement de Charleston. La plantation Riverside fut immédiatement affectée. Thomas Caldwell s'engagea dans l'armée confédérée comme officier. Beaucoup d'hommes blancs de la région partirent également, laissant les plantations sous-staffées. Elijah, maintenant âgé de 55 ans, resta pour gérer la propriété, mais il était constamment inquiet, sentant que le monde qu'il connaissait s'écroulait autour de lui. Les esclaves de la plantation entendirent les rumeurs de la guerre. Ils ne comprenaient pas tous les détails politiques, mais ils savaient que quelque chose d'important se passait, quelque chose qui pourrait changer leur vie. Des murmures de liberté circulaient dans les cabanes la nuit, des espoirs prudents qui n'osaient pas encore s'exprimer ouvertement. Dans la cave, Silas ne savait rien de la guerre. Le monde extérieur n'existait plus pour lui depuis longtemps. Son univers était réduit à l'obscurité de sa cage, au rythme quotidien de ses exercices, au silence qui l'entourait comme une couverture étouffante. L'année 1862 apporta des difficultés croissantes à la plantation. Les blocus de l'Union empêchaient l'exportation du coton, principale source de revenus de la propriété. La nourriture se faisait plus rare. Les provisions qui descendaient autrefois dans la cave en abondance diminuaient progressivement. Même les esclaves, déjà sous-alimentés, recevaient des rations encore plus réduites. Silas remarqua que sa propre nourriture diminuait. Le pain était plus petit, la viande plus rare, parfois absente pendant plusieurs jours d'affilée. Mais son corps, entraîné par des années de privation et d'exercice constant, s'adaptait.
Il apprit à fonctionner avec encore moins, son métabolisme se ralentissant pour conserver l'énergie, ses muscles maintenant leur force malgré le manque de calories. Samuel, le vieux domestique qui lui apportait sa nourriture quotidienne, vieillissait visiblement. Ses mouvements étaient plus lents, plus hésitants. Il toussait souvent, une toux sèche et profonde qui résonnait dans la cave. Mais il continuait sa routine, jour après jour, descendant l'escalier raide, ouvrant la porte, glissant le plateau entre les barreaux, repartant sans un mot. L'année 1863 marqua un tournant dans la guerre. Les victoires de l'Union à Gettysburg et Vicksburg en juillet changèrent le cours du conflit. La défaite confédérée semblait de plus en plus probable. Dans le sud, le moral s'effondrait, et avec lui, la structure sociale qui avait soutenu le système esclavagiste pendant si longtemps. À la plantation Riverside, les tensions montaient. Elijah devenait de plus en plus paranoïaque, convaincu que les esclaves allaient se révolter. Il augmenta les patrouilles, renforça les punitions pour les infractions mineures, créant une atmosphère de peur et de répression qui ne faisait qu'aggraver la situation. Margaret ne quittait plus du tout sa chambre. Sa santé mentale s'était complètement détériorée. Elle parlait seule, voyait des ombres dans les coins, se réveillait en hurlant au milieu de la nuit. Le médecin local, lui-même débordé par les blessés de guerre, ne pouvait faire grand-chose pour elle. Thomas fut blessé lors de la bataille de Chickamauga en septembre. Une balle lui avait traversé l'épaule, manquant de peu une artère majeure. Il fut renvoyé chez lui pour récupérer, arrivant à la plantation en octobre, pâle et amaigri, son uniforme confédéré taché de sang séché. Dans la cave, Silas était entré dans sa 10e année de captivité. Son esprit avait atteint un état presque méditatif permanent, une sorte de transe éveillée où il existait dans un présent éternel sans passé ni futur. Seuls ses exercices quotidiens et les rares moments de nourriture marquaient le passage du temps. Mais quelque chose commençait à pénétrer son isolement. Des vibrations dans les murs de pierre, des sons étouffés de voix agitées au-dessus, une agitation inhabituelle dans la maison. Silas ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, mais il sentait que quelque chose changeait, que le monde stable qui l'avait emprisonné pendant si longtemps commençait à se fissurer. L'année 1864 apporta la dernière phase de sa captivité. L'armée de l'Union progressait inexorablement à travers le sud, brûlant les plantations, libérant les esclaves, détruisant l'infrastructure économique et sociale de la Confédération. En février, Samuel mourut dans son sommeil, son vieux cœur finalement incapable de continuer. Sa mort créa un problème pour Elijah. Qui allait maintenant nourrir le prisonnier de la cave? Il ne pouvait pas le faire lui-même, son orgueil le lui interdisait. Il ordonna finalement à un autre domestique, un homme d'âge moyen nommé Joshua, de prendre la relève. Mais Joshua, déjà surchargé de travail et terrorisé par les rumeurs de l'armée de l'Union approchant, n'avait ni le temps ni la volonté de maintenir la routine stricte de Samuel. Les visites devinrent irrégulières. Parfois, 2 jours passaient sans nourriture. D'autres fois, Joshua descendait 2 fois en une journée, ayant oublié qu'il l'avait déjà fait. La routine qui avait structuré l'existence de Silas pendant plus de 10 ans s'effondrait. L'incertitude était presque pire que la captivité elle-même. Et puis, le 23 mars 1864, tout changea. Ce jour-là commença comme un autre, avec Joshua descendant maladroitement l'escalier de la cave, une lanterne dans une main et un plateau dans l'autre. Mais quelque chose était différent. Joshua semblait agité, nerveux. Ses mains tremblaient en posant le plateau, faisant teinter le contenu de la cruche d'eau contre le métal. « Ils arrivent », murmura-t-il soudainement, brisant le silence de 12 ans. Sa voix était rauque, emplie de peur mais aussi d'excitation. « Les soldats de l'Union. Ils sont à moins de 10 kilomètres. Monsieur Caldwell dit qu'ils vont tout brûler. » Silas ne réagit pas. Il n'avait pas entendu une voix lui adresser la parole directement depuis si longtemps que les mots semblaient étrangers, comme une langue qu'il aurait autrefois connue mais oubliée.
Il resta simplement immobile dans le coin de sa cage, ses yeux roses reflétant faiblement la lumière de la lanterne. Joshua jeta un regard nerveux vers l'escalier, comme s'il craignait qu'Elijah ne descende et le surprenne en train de parler. « Je ne reviendrai peut-être pas », continua-t-il rapidement. « Nous allons tous partir, courir vers le nord, vers la liberté. Tu comprends? La liberté. » Puis il se précipita vers l'escalier, oubliant dans sa hâte de refermer complètement la porte de bois de la pièce. Elle resta entr'ouverte, laissant filtrer une mince bande de lumière grisâtre depuis la cave principale. Silas resta immobile pendant un long moment après le départ de Joshua. Puis, lentement, prudemment, il s'approcha des barreaux de sa cage, tendant la main vers cette lumière, aussi faible soit-elle. Elle lui faisait mal aux yeux, mais c'était une douleur presque bienvenue, un rappel qu'un monde existait au-delà de l'obscurité. Les heures suivantes furent chaotiques à l'étage. Silas pouvait entendre des bruits de course, des cris, le fracas de meubles renversés. Des portes claquaient, des voix s'élevaient en arguments furieux. Le chaos de la guerre approchante s'infiltrait dans la maison autrefois si ordonnée. Puis, au milieu de l'après-midi, un silence étrange tomba. Plus de pas au-dessus, plus de voix, juste un silence pesant, différent du silence habituel de la cave. C'était le silence de l'absence, le silence d'une maison abandonnée. Silas attendit. La patience était quelque chose qu'il avait appris à maîtriser au-delà de toute mesure humaine normale. Il attendit alors que le jour se transformait en nuit, alors que la lumière filtrant par la porte entr'ouverte s'atténuait puis disparaissait complètement. Il attendit en écoutant, tous ses sens aiguisés par des années d'isolement, tendus vers le moindre indice de ce qui se passait au-dessus. Et puis, tard dans la nuit, il entendit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite pour la première fois depuis des années. Des pas lourds, multiples, le fracas de bottes militaires sur le plancher de bois. Des voix rudes criant des ordres. Le bruit de portes forcées, de verres brisés. L'armée de l'Union était arrivée. « Vérifiez toutes les pièces !» cria une voix autoritaire. « Cherchez des armes, des munitions, de la nourriture, tout ce qui peut être utile. » Silas entendit des soldats fouiller la maison au-dessus, leurs pas lourds résonnant à travers le plafond. Des objets tombaient, se brisaient. Il y eut un cri de triomphe quand quelqu'un découvrit quelque chose de valeur. « Capitaine !» appela une voix. « Il y a une cave ici. » L'escalier descend depuis la cuisine. « Allez voir ce qu'il y a !» répondit la voix autoritaire. « Soyez prudents. Pourrait y avoir quelqu'un caché là-dessous. » Des pas descendirent l'escalier, plus lents maintenant, prudents. Silas pouvait entendre le cliquetis métallique de fusils tenus en position de tir. Une lumière apparut, plus forte que n'importe quelle lumière qu'il avait vue depuis des années. Une lanterne militaire au pétrole qui projetait des ombres dansantes sur les murs. « Seigneur Jésus !» murmura une voix. « Regardez toutes ces provisions. » Le maître de cette maison ne manquait de rien pendant que ses esclaves mouraient de faim. Silas entendit les soldats se déplacer dans la cave principale, examinant les étagères, commentant les rangées de conserves et de jambon fumé. Puis, l'un d'eux remarqua la porte entr'ouverte de la pièce du fond. « Qu'est-ce qu'il y a là ?» demanda une voix jeune et nerveuse. « Je ne sais pas, allons voir. » La porte fut poussée complètement ouverte. La lumière de la lanterne inonda la pièce, aveuglante pour Silas après l'obscurité. Il ferma immédiatement les yeux, se recroquevillant dans le coin de sa cage, ses mains levées pour protéger son visage. « Bon Dieu !» s'exclama l'un des soldats. « Il y a quelqu'un là-dedans !» 3 soldats de l'Union entrèrent dans la pièce, leurs fusils pointés vers la cage. Ils étaient jeunes. Aucun n'avait plus de 25 ans, portant les uniformes bleus et poussiéreux de l'armée du Nord. Leur visage exprimait un mélange de choc et d'horreur, en voyant la figure pâle recroquevillée dans la cage. « Qui êtes-vous » demanda celui qui semblait être le plus gradé, un sergent d'après ses insignes. « Comment êtes-vous arrivé là » Silas essaya de parler,
Sa bouche s'ouvrit, sa langue tenta de former des mots, mais seul un son rauque et guttural sortit, plus animal qu'humain. 12 ans de silence avaient presque complètement effacé sa capacité à communiquer verbalement. Les soldats échangèrent des regards inquiets. « Il faut le sortir de là », dit finalement le sergent. « Trouvez une clé. S'il n'y en a pas, forcez la serrure. » L'un des soldats remonta chercher des outils, pendant que les deux autres gardèrent la cage, leurs armes maintenant baissées, mais toujours à portée de main. Ils regardaient Silas avec un mélange de pitié et d'appréhension. Sa peau d'une pâleur spectrale, ses cheveux blancs longs et emmêlés, ses yeux qui réfléchissaient la lumière comme ceux d'un animal nocturne, tout en lui était profondément dérangeant. Le soldat revint avec une masse et un ciseau. Il fallut plusieurs minutes de travail acharné pour briser le vieux cadenas, le métal rouillé résistant obstinément. Finalement, avec un craquement retentissant, la serrure céda. La porte de la cage s'ouvrit pour la première fois en 12 ans. Silas ne bougea pas immédiatement. Il resta recroquevillé dans son coin, observant l'ouverture avec une incrédulité méfiante. Était-ce réel ? Ou était-ce un autre rêve, une hallucination produite par son esprit endommagé ? « Allez, » dit doucement le sergent. « Vous êtes libre. Vous pouvez sortir maintenant. » Lentement, avec une prudence presque douloureuse, Silas se redressa. Ses jambes tremblaient légèrement, non de faiblesse, mais de l'émotion soudaine et écrasante de ce moment. Il fit un pas vers la porte ouverte, puis un autre. Ses pieds nus touchèrent le sol au-delà des barreaux pour la première fois depuis 1851. Les soldats reculèrent instinctivement quand il émergea complètement de la cage. Dans la lumière de la lanterne, son apparence était encore plus troublante. Son corps était d'une minceur extrême, chaque muscle et chaque os visible sous sa peau translucide. Mais ce n'était pas la maigreur de la famine, c'était quelque chose de plus défini, de plus intentionnel. Il se mouvait avec une fluidité étrange, presque reptilienne, ses pieds se posant sur le sol sans le moindre bruit. « Il faut l'emmener à l'hôpital de campagne », dit l'un des soldats. « Il a besoin de soins médicaux. »« Je ne suis pas sûr qu'il nous laisse l'approcher », répondit le sergent, remarquant la façon dont Silas les observait, son corps tendu comme celui d'un animal prêt à fuir ou à attaquer. « Allez chercher le capitaine, qu'il décide de ce qu'on fait. » Mais pendant qu'ils discutaient, Silas prenait sa décision. La porte de la pièce était ouverte, l'escalier était là, visible au-delà. Les soldats ne bloquaient pas directement le chemin. En un mouvement si rapide que les soldats n'eurent pas le temps de réagir, Silas jaillit de la pièce, traversa la cave principale comme une ombre et monta l'escalier avec une agilité qui semblait défier la logique pour quelqu'un qui avait été emprisonné pendant 12 ans. « Arrêtez !» cria le sergent, mais Silas avait déjà disparu dans la cuisine au-dessus. Les soldats se précipitèrent à sa poursuite, mais quand ils émergèrent de la cave, il n'y avait aucune trace de lui. La porte arrière de la cuisine était ouverte, battant légèrement dans la brise nocturne. « Merde !» jura le sergent. « Il s'est enfui. Nous aurions dû être plus prudents. »« Pensez-vous qu'il reviendra ?» demanda l'un des jeunes soldats. Le sergent secoua la tête lentement, regardant l'obscurité au-delà de la porte. « Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que nous aurions peut-être dû le laisser dans cette cage. » Dans l'obscurité de la nuit, Silas courait. Après 12 ans d'enfermement, son corps réagissait avec une joie sauvage au simple fait de se mouvoir librement. Il traversa la cour de la plantation, passa devant les cabanes des esclaves maintenant abandonnées et plongea dans la forêt bordant la propriété. La nuit n'était pas un obstacle pour lui. Au contraire, c'était son élément naturel maintenant. Ses yeux, adaptés à l'obscurité totale de la cave, voyaient dans la pénombre de la forêt avec une clarté qu'aucun être humain normal ne possédait. Il se déplaçait entre les arbres sans ralentir, évitant instinctivement les branches et les racines, son corps se rappelant cette liberté de mouvement comme si les 12 années d'emprisonnement n'avaient été qu'un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était terriblement, irrémédiablement réel.
Et ce qui était également réel, c'était ce qui avait grandi en lui pendant ces années d'isolement. Une compréhension froide et patiente qu'il y avait des dettes à payer, des comptes à régler. Pas par colère, car la colère était une émotion trop humaine, trop bruyante pour ce qu'il était devenu, mais par un sens de l'équilibre, un besoin instinctif de correction. Il courut pendant des heures, s'enfonçant profondément dans la forêt, jusqu'à ce qu'il trouve une grotte peu profonde dans un affleurement rocheux. Là, il se blottit dans l'obscurité, son corps tremblant non de froid ou d'épuisement, mais de l'émotion pure et brute de la liberté retrouvée. Pour la première fois en 12 ans, Silas dormit sous un toit qui n'était pas sa cage. Et dans son sommeil, des images défilaient. Le visage froid d'Elijah Caldwell, le perron de la grande maison, les barreaux de fer qui l'avaient emprisonné. Des images qui se mêlaient à d'autres, plus sombres, des mains agrippant une gorge, des corps immobiles dans l'ombre, le silence de la mort remplaçant le silence de l'emprisonnement. Il ne savait pas encore que ces images deviendraient réalité. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus profond que la pensée consciente, commençait déjà à planifier. Le lendemain matin, Silas émergea de sa cachette temporaire. La lumière du jour, même filtrée par le feuillage dense de la forêt, lui causait une douleur intense. Il gardait les yeux presque fermés, avançant plus par instinct et par son sens aigu de son environnement que par la vue. Il avait besoin de plusieurs choses, de la nourriture, de l'eau, des vêtements. Durant son emprisonnement, on ne lui avait donné que des haillons pour se couvrir, qui maintenant pendaient de son corps en lambeaux crasseux. Il ressemblait à un fantôme, une apparition sortie tout droit de cauchemars gothiques. Il se déplaça avec précaution à travers la forêt, évitant les chemins principaux, restant dans les zones les plus ombragées. Son sens de l'orientation, développé par des années de cartographie mentale de son environnement limité, l'aidait maintenant à se repérer. Il écoutait les bruits de l'eau courante, suivant le son jusqu'à un petit ruisseau où il but longuement, apaisant une soif que même les cruches quotidiennes de la cave n'avaient jamais vraiment étanchée. Il trouva également de la nourriture. Des années d'observation des animaux avant son emprisonnement, combinées à son instinct de survie aiguisé, lui permirent de trouver des baies comestibles, des racines nutritives, même de capturer un lapin avec une rapidité et une précision qui auraient stupéfait un observateur. Ses mains, entraînées par des années d'exercice de précision dans l'obscurité, brisèrent le cou du lapin en un mouvement si rapide que l'animal n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Ce premier meurtre, si on peut appeler ainsi la mort d'un animal pour se nourrir, lui procura une sensation étrange. Il observa le corps immobile du lapin, sentit la chaleur qui s'échappait lentement, nota la façon dont les muscles se détendaient dans la mort. C'était une information, stockée dans son esprit toujours en analyse, toujours en apprentissage. Les jours suivants, Silas établit une routine de survie. Il trouvait des cachettes pendant la journée, des endroits sombres et protégés où la lumière ne l'atteignait pas. La nuit, il se déplaçait, explorant progressivement la région, se réorientant dans un monde qui avait continué sans lui pendant 12 ans. Il observait également les humains, de loin. Les soldats de l'Union campaient toujours autour de la plantation Riverside, utilisant la grande maison comme quartier général temporaire. Des esclaves libérés erraient dans les environs, désorientés par leur liberté soudaine, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Certains restaient près de la plantation, l'unique maison qu'ils avaient jamais connue. D'autres partèrent vers le nord, suivant des rumeurs de villes où ils pourraient trouver du travail et une vraie vie. Silas les observait de l'ombre, reconnaissant certains visages des gens qu'il avait connus avant son emprisonnement. Mais il ne s'approchait pas. Il n'était plus l'un d'eux. Il n'était plus vraiment humain de la façon dont eux l'étaient. L'isolement l'avait transformé en quelque chose d'autre, quelque chose qui existait dans les interstices entre le monde humain et le monde sauvage. C'est durant ces observations qu'il apprit ce qui était arrivé au Caldwell.
Il écouta les conversations des soldats, cachés dans l'obscurité juste au-delà du cercle de lumière de leur feu de camp. « Le propriétaire s'est enfui avant notre arrivée », disait un soldat. « Elijah Caldwell, c'est comme ça qu'il s'appelait. Apparemment, il est parti vers le sud avec son fils, emportant tout ce qu'il pouvait transporter. Il paraît qu'ils essaient d'atteindre la Géorgie, peut-être même la Floride. Et sa femme ?» demanda un autre. « Morte », répondit le premier soldat d'un ton sombre. « Nous l'avons trouvée dans sa chambre. Elle s'était pendue. Il y avait une lettre, des mots incohérents sur des péchés et des fantômes. La pauvre femme avait perdu la raison. Et ce type dans la cave, quelqu'un l'a revu? Non, volatilisé, probablement mort quelque part dans les bois. Après 12 ans dans une cage, comment pourrait-il survivre? » Silas écoutait ces mots avec une indifférence détachée. Margaret Caldwell était morte. Cela ne le touchait pas. Elle avait été une ombre même quand il vivait à la plantation, une présence insignifiante qui n'avait pas eu le courage de s'opposer aux actions de son mari. Sa mort était sans importance. Mais Elijah et Thomas avaient fui. Ils étaient allés quelque part vers le sud, pensant échapper aux conséquences de leurs actes. Cette information éveilla quelque chose en Silas, un focus, un objectif. Il ne pouvait pas échapper. L'équilibre devait être rétabli. Mais d'abord, il devait s'adapter à son nouvel environnement, redevenir capable de fonctionner dans le monde humain. Du moins, superficiellement. Il avait besoin de vêtements décents, d'un endroit plus permanent où rester. Il commença à planifier avec la patience méthodique qu'il avait maintenue sain d'esprit pendant son emprisonnement. Une nuit, environ une semaine après sa libération, il s'introduisit dans une petite ferme isolée à plusieurs kilomètres de la plantation. La famille avait probablement fui ou avait été évacuée par les soldats. La maison était vide, mais encore pleine de biens abandonnés dans la hâte du départ. Silas trouva des vêtements d'homme dans une armoire, une chemise de coton, un pantalon de laine, une veste. Ils étaient trop grands pour son corps émacié, mais il ferait de l'affaire. Il trouva également des chaussures, des bottes de cuir usées, mais solides. C'était étrange de porter des chaussures après 12 ans de pieds nus. Il marchait maladroitement au début, peu habitué au poids et à la rigidité du cuir. Il trouva également un rasoir et se rasa soigneusement devant un miroir brisé, révélant un visage anguleux et presque spectral. Ses cheveux, il les coupa grossièrement avec des ciseaux trouvés dans une boîte à couture, les ramenant à une longueur plus gérable. Quand il eut terminé, il se regarda dans le miroir et vit un étranger, un homme pâle comme la mort, avec des yeux d'un rose grisâtre qui semblaient en voir à travers les surfaces, et une immobilité dans ses traits qui était profondément dérangeante. Il passa la nuit dans cette maison abandonnée, dormant dans un vrai lit pour la première fois en 12 ans. Mais le lit était trop mou, l'obscurité pas assez totale. Il finit par se coucher sur le sol dans un coin, trouvant plus de confort dans cette position rappelant sa cage. Les jours devinrent des semaines. Avril se transforma en mai. La guerre continuait à faire rage, mais dans cette partie de la Caroline du Sud, l'armée de l'Union avait établi un contrôle ferme. Les plantations brûlaient, le vieux ordre s'effondrait. Un nouveau monde essayait de naître dans les douleurs de l'accouchement. Et c'est dans ce chaos, dans cette période de transition et d'incertitude, que commencèrent les meurtres. Le premier corps fut découvert le 15 mai 1864. C'était un contremaître blanc nommé Jeremiah Peters qui avait travaillé sur plusieurs plantations de la région, connu pour sa brutalité envers les esclaves. Son corps fut trouvé dans un fossé près de la route principale menant à Charleston. Ce qui troubla ceux qui découvrirent le corps, c'était la manière de la mort. Jeremiah Peters n'avait pas été poignardé, ni abattu, ni tué par aucun des moyens violents habituels. Son cou avait été brisé avec une précision chirurgicale. Les vertèbres cervicales étaient fracturées exactement au point où la rupture causerait une mort instantanée. Il n'y avait presque aucune autre marque sur le corps, à l'exception de légères contusions sur le cou, suggérant qu'il avait été saisi et tordu avec une force considérable. Un travail professionnel, commenta le médecin militaire qui examina le corps.
Quiconque a fait cela savait exactement où et comment frapper. Les soldats de l'Union menèrent une enquête sommaire, mais dans le chaos de la période, avec des milliers de personnes déplacées errant dans la région, il était impossible de trouver un suspect. De plus, Peters n'était pas exactement regretté. Beaucoup pensaient qu'il avait simplement reçu ce qu'il méritait, une justice tardive pour ses années de cruauté. Le deuxième corps fut trouvé une semaine plus tard. Cette fois, c'était un marchand de Charleston, un homme nommé William Hutchins, qui avait fait fortune en achetant et en vendant des esclaves. Son corps fut découvert dans une ruelle sombre, mort de la même manière, le cou brisé avec une précision terrifiante. Le troisième, puis le quatrième, suivirent à intervalles irréguliers. Chaque victime avait un lien avec l'ancien système esclavagiste. Des contremaîtres, des marchands, un shérif connu pour avoir chassé impitoyablement les esclaves fugitifs. Et chaque meurtre portait la même signature, une mort silencieuse et rapide, le cou brisé, peu ou pas d'autres blessures. Les autorités militaires de l'Union commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Un tueur se déplaçait dans la région, choisissant ses victimes avec soin, frappant toujours la nuit, ne laissant jamais de témoins. Les patrouilles furent renforcées, mais le tueur semblait toujours savoir où elle serait, évitant la détection avec une facilité frustrante. Dans les communautés d'anciens esclaves, les réactions étaient mixtes. Certains étaient effrayés, craignant que cette violence n'entraîne des représailles contre tous les Noirs de la région. D'autres murmuraient que c'était une justice divine, que les oppresseurs récoltaient enfin ce qu'ils avaient semé. Quelques-uns même commencèrent à parler d'un « ange vengeur », une figure fantomatique qui punissait les péchés du passé. Mais personne ne reliait ces meurtres à l'homme pâle qui avait été libéré de la cave de la plantation Riverside. Silas était supposé mort ou disparu, une victime de plus de la guerre et du chaos. Personne n'imaginait qu'il était non seulement vivant, mais traquant méthodiquement ceux qu'il tenait pour responsables de son calvaire et de celui de son peuple. Silas lui-même n'agissait pas par vengeance au sens émotionnel du terme. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Chaque meurtre était une correction, un rééquilibrage. Il observait ses victimes pendant des jours avant de frapper, apprenant leurs habitudes, leurs routes, leurs moments de vulnérabilité. Puis, quand le moment était optimal, il agissait. La technique qu'il utilisait était le résultat de 12 ans de raffinement physique et mental. Il s'approchait de sa victime par derrière, se déplaçant dans un silence absolu que même les oreilles les plus attentives ne pouvaient détecter. Ses mains, entraînées par des années d'exercice de précision, saisissaient la tête de la victime avec une prise spécifique. Puis, en un mouvement unique et fluide qui combinait force, technique et timing parfait, il tordait violemment. Le craquement était à peine audible, mais le résultat était instantané et fatal. Il ne ressentait ni plaisir ni dégoût en accomplissant ses actes. C'était simplement quelque chose qui devait être fait, une tâche à accomplir avec la même concentration méthodique qu'il avait appliquée à ses exercices quotidiens dans la cage. Mais il y avait une hiérarchie dans ses choix de victimes. Les contremaîtres, les marchands d'esclaves, les chasseurs de fugitifs, c'étaient des cibles secondaires. Les véritables cibles, celles qu'il cherchait vraiment, étaient Elijah et Thomas Caldwell. Et il savait maintenant où ils se trouvaient. Ses observations et son écoute des conversations lui avaient appris qu'Elijah et Thomas s'étaient réfugiés dans une petite ville de Géorgie nommée Savannah, à environ 150 kilomètres au sud. Ils y vivaient sous des noms d'emprunt, essayant de se fondre dans la masse des réfugiés confédérés qui affluaient vers les dernières poches de territoire encore contrôlées par le sud. Silas commença à planifier son voyage vers le sud. Mais il ne se précipitait pas. La patience était son alliée la plus précieuse. Il continuerait son travail ici encore un peu, puis il se dirigerait vers Savannah. Et là, dans cette ville étrangère, il terminerait ce qui avait commencé dans la cave de la plantation Riverside. Le voyage de Silas vers Savannah prit 3 semaines. Il ne voyageait que la nuit, se cachant pendant le jour dans des granges abandonnées, des grottes, des fourrés denses.
Son corps, adapté à l'obscurité et au mouvement silencieux, faisait de lui un voyageur idéal pour ses déplacements nocturnes. Il évitait les routes principales, préférant couper à travers les forêts et les champs. Parfois, il croisait d'autres voyageurs nocturnes, des déserteurs de l'armée confédérée cherchant à rentrer chez eux, des familles de réfugiés fuyant les combats, des bandits profitant du chaos pour piller. Silas les observait de loin, mais ne s'approchait jamais. Il n'était pas une menace pour les innocents. Ses cibles étaient spécifiques, choisies avec soin. Il atteignit Savannah début juin 1864. La ville était en ébullition, remplie de réfugiés, de soldats blessés, de civils terrifiés par l'avancée de l'armée de l'Union. Les rues étaient sales et surpeuplées, l'air chargé d'une odeur de peur et de désespoir. Trouver les Caldwell dans ce chaos aurait été difficile pour un homme normal. Mais Silas avait des avantages uniques. Son apparence, bien qu'inhabituelle, pouvait être partiellement dissimulée avec les bons vêtements et un chapeau à large bord qui cachait ses yeux sensibles du soleil, et sa capacité à se fondre dans les ombres, à observer sans être vu, faisait de lui un espion extraordinaire. Il passa une semaine à explorer la ville, écoutant les conversations, observant les visages. Savannah avait été une ville prospère avant la guerre. Ses rues bordées de magnifiques maisons coloniales et ses places ombragées de chênes centenaires. Mais maintenant, la guerre laissait ses marques partout. Des bâtiments endommagés par les bombardements, des gens en haillons mendiant dans les rues, une atmosphère générale de déclin et de désespoir. Et puis, un soir, il les vit. Elijah et Thomas Caldwell sortaient d'une pension de famille modeste dans un quartier résidentiel délabré. Elijah avait vieilli considérablement depuis la dernière fois que Silas l'avait vu. Ses cheveux étaient maintenant presque entièrement blancs, son visage marqué par des rides profondes. Il marchait avec une canne, suggérant une blessure ou simplement l'usure de l'âge et du stress. Mais ses yeux restaient les mêmes, froids, calculateurs, impitoyables. Thomas marchait à côté de son père, son bras gauche en écharpe à cause de sa blessure de guerre. Il avait perdu son arrogance juvénile, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus amer. La guerre l'avait changé, mais pas de manière à le rendre plus humain. Au contraire, elle semblait avoir cristallisé sa cruauté, la transformant de caprice impulsif en quelque chose de plus froid et délibéré. Silas les suivit à distance, mémorisant leurs habitudes. Ils vivaient dans cette pension sous les noms de Edward et Thomas Blackwell, prétendant être des marchands de Charleston dont les affaires avaient été détruites par la guerre. Ils sortaient peu, principalement pour acheter de la nourriture ou visiter un bar local où Elijah buvait du whisky en quantité inquiétante. La pension était un bâtiment de 2 étages, en bois peint en blanc, mais maintenant écaillé et sale. Elle abritait une douzaine de locataires, la plupart des réfugiés comme les Caldwell. La propriétaire était une vieille veuve nommée Madame Rousseau, une Française qui avait émigré en Amérique des décennies auparavant et qui maintenant tenait cette pension avec une efficacité stricte. Silas observa la pension pendant plusieurs jours, notant les allées et venues de ses occupants, identifiant les moments de vulnérabilité. Les Caldwell occupaient une chambre au 2e étage, donnant sur l'arrière du bâtiment. Il y avait un escalier extérieur en bois qui menait du jardin au 2e étage, probablement construit comme sortie de secours en cas d'incendie. La nuit du 18 juin, Silas décida d'agir. Il attendit jusqu'à 3 heures du matin, l'heure où le sommeil est le plus profond, où les défenses humaines sont au plus bas. La lune était nouvelle. L'obscurité presque totale, parfaite pour ses besoins. Il s'approcha de la pension par l'arrière, traversant silencieusement le petit jardin envahi par les mauvaises herbes. L'escalier extérieur en bois était vieux et grinçant, un défi même pour quelqu'un de ses capacités. Mais Silas avait observé exactement quelles planches grinçaient et lesquelles étaient stables. Il monta avec une lenteur calculée, plaçant chaque pied exactement où il fallait, répartissant son poids de manière à minimiser le bruit.
Cela lui prit 10 minutes pour monter un escalier qui aurait normalement pris 30 secondes. Mais quand il atteignit le palier du 2e étage, il n'avait pas fait plus de bruit qu'un souffle de vent. La porte de la chambre des Caldwell n'était pas verrouillée. Les serrures étaient rares dans cette période de chaos, et de toute façon, qui aurait pensé à les cambrioler? Ils ne possédaient presque rien de valeur. Silas poussa la porte lentement, 1 millimètre à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment ouverte pour lui permettre de se glisser à l'intérieur. La chambre était petite, éclairée seulement par la faible lueur des étoiles filtrant à travers une fenêtre crasseuse. 2 lits étroits étaient placés contre des murs opposés. Dans l'un dormait Elijah, sa respiration lourde et irrégulière, probablement à cause de l'alcool. Dans l'autre, Thomas reposait sur le dos, un bras sur son torse, l'autre pendant sur le côté du lit. Silas se tenait immobile dans l'obscurité, observant les 2 hommes qui avaient transformé sa vie en cauchemar. 12 ans de rage comprimée, transformés en quelque chose de froid et de patient, atteignaient leur apogée. Mais il ne se précipitait pas. Il ne commettait pas d'erreur maintenant. Il s'approcha d'abord du lit de Thomas. Le jeune homme dormait profondément, épuisé par ses blessures encore en guérison et par le stress constant de la vie de réfugié. Silas se pencha sur lui, ses mains se positionnant avec la précision qu'il avait perfectionnée sur ses victimes précédentes. Mais quelque chose d'étrange se produisit. À l'instant où ses mains touchèrent la tête de Thomas, le jeune homme ouvrit les yeux. Dans l'obscurité, il ne pouvait pas voir clairement le visage de Silas, mais il sentait une présence, une menace. Il ouvrit la bouche pour crier. Silas agit instantanément. Ses mains se resserrèrent, et en un mouvement fluide qu'il avait répété tant de fois, il tordit. Le craquement fut étouffé par la main de Silas, couvrant la bouche de Thomas. Le corps du jeune homme se raidit pendant 1 seconde, puis devint complètement mou. Le bruit, bien que minimal, fut suffisant pour déranger Elijah. Le vieil homme grogna dans son sommeil, se retournant dans son lit. Silas se figea, attendant de voir si Elijah se réveillerait complètement. Les secondes s'étirèrent, comme des heures. Finalement, la respiration d'Elijah se stabilisa, retombant dans le rythme du sommeil profond. Silas se déplaça vers le second lit. Cette fois, il ne prendrait aucun risque. Il observa Elijah pendant un long moment, ce visage qui l'avait hanté pendant 12 ans. Le visage de l'homme qui l'avait enfermé, qui l'avait volé plus d'1 décennie de sa vie, qui l'avait transformé en... En quoi exactement? En monstre? En machine à tuer? Ou simplement en quelque chose qui n'était plus tout à fait humain? Ces questions philosophiques n'avaient pas de réponse, et Silas ne les cherchait pas. Il agissait simplement selon ce qui lui semblait nécessaire, inévitable. Ses mains se tendirent vers Elijah. Mais au moment où ses doigts effleuraient le cou du vieil homme, Elijah ouvrit brusquement les yeux. Contrairement à Thomas, Elijah était un homme habitué à dormir d'un sommeil léger, toujours vigilant même dans ses rêves. Ses yeux se fixèrent sur la silhouette pâle penchée au-dessus de lui, et pendant une fraction de seconde, la reconnaissance ne vint pas. Puis elle arriva, comme un coup de tonnerre. « Silas » murmura Elijah, sa voix rauque de sommeil et d'incrédulité. « C'est impossible. Tu devrais être mort. » Silas ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, sa voix ayant été volée par 12 ans de silence. Mais ses yeux roses et gris qui brillaient faiblement dans l'obscurité, disaient tout ce qui devait être dit. Elijah essaya de crier, de bouger, mais l'âge et l'alcool avaient ralenti ses réflexes. Avant qu'il ne puisse faire plus qu'ouvrir la bouche, les mains de Silas se refermèrent sur sa gorge. Pas pour l'étrangler, pas encore, juste pour le maintenir, pour le forcer à regarder, à comprendre. « S'il te plaît » croassa Elijah, ses yeux écarquillés de terreur. « S'il te plaît, ne... Je peux te donner de l'argent. Je peux... » Mais Silas ne voulait pas d'argent. Il ne voulait rien que cet homme puisse offrir. Il resserra légèrement sa prise, sentant le pouls rapide d'Elijah battre contre ses paumes. Le vieil homme se débattait maintenant, ses mains agrippant les poignets de Silas, essayant de desserrer cette étreinte implacable.
C'était étrange pour Silas de réaliser combien Elijah était faible. Cet homme qui avait semblé si puissant, si indestructible dans ses souvenirs, n'était qu'un vieil homme fragile maintenant, incapable même de résister à une prise qui ne déployait qu'une fraction de la force dont Silas était capable. Les secondes passèrent. Le visage d'Elijah devint rouge, puis violacé. Ses yeux commencèrent à sortir de leurs orbites. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément de l'air qui ne viendrait pas. Ses jambes donnaient des coups futiles contre le matelas, et Silas observait tout cela avec une fascination détachée, comme un scientifique observant une expérience. Il voyait la vie s'échapper lentement de l'homme qui l'avait emprisonné. Il voyait la terreur, la compréhension, le regret peut-être, toutes ces émotions passant sur le visage d'Elijah en vagues successives. Puis, au moment où il aurait pu relâcher sa prise et laisser Elijah perdre conscience sans le tuer, quelque chose changea dans l'expression de Silas. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du plaisir, c'était simplement une décision, froide et finale. Il tordit violemment. Le craquement familier résonna dans le silence de la chambre. Le corps d'Elijah eut un dernier spasme, puis devint complètement inerte. Silas resta immobile au-dessus du corps pendant un long moment. C'était fini. Les deux hommes qui l'avaient le plus tourmenté étaient morts. La dette était payée. L'équilibre était rétabli. Mais étrangement, il ne ressentait rien. Pas de soulagement, pas de satisfaction, pas de joie. Juste rien. Un vide émotionnel qui était peut-être la marque la plus profonde de ce qu'il était devenu. Il se redressa lentement, observant les deux corps dans leurs lits respectifs. Il pourrait sembler simplement endormi à un observateur superficiel. Ce n'est qu'en les examinant de plus près qu'on remarquerait l'angle anormal de leur tête, la façon dont leurs yeux restaient légèrement ouverts, fixant le néant. Silas se dirigea vers la porte avec la même prudence silencieuse qu'à son arrivée. Il descendit l'escalier extérieur, traversa le jardin et disparut dans les rues sombres de Savannah. Les corps ne furent découverts que le lendemain matin, quand Madame Rousseau frappa à leur porte pour réclamer le loyer en retard. Ces cris alertèrent tout le quartier. La police locale arriva, examina la scène et ne trouva aucune trace d'effraction, aucun signe de lutte violente, aucun indice sur l'identité du tueur. Le même que les autres, murmura le sergent de police en charge de l'enquête, un homme corpulent nommé O'Brien, qui avait entendu parler des meurtres similaires en Caroline du Sud. Cette signature, le coup brisé avec précision. Mais comment a-t-il trouvé ces deux-là ici? Et pourquoi les cibler spécifiquement? Ces questions ne recevraient jamais de réponse satisfaisante. L'enquête stagnerait, puis serait abandonnée dans le chaos des derniers mois de la guerre. Les Caldwell seraient enterrés dans un cimetière de Savannah, dans des tombes anonymes, leur véritable identité n'étant jamais révélée puisqu'ils vivaient sous de faux noms. Silas quitta Savannah le soir même. Il n'y avait rien de plus pour lui dans cette ville. Il se dirigea vers le nord, mais pas vers la Caroline du Sud. À la place, il marcha vers les régions montagneuses de l'ouest, vers les Appalaches, où la civilisation était plus rare et la nature plus dense. Les meurtres cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Les autorités militaires de l'Union enquêtèrent pendant quelques mois encore, mais sans nouveaux incidents, et avec la guerre qui s'accélérait vers sa conclusion, l'affaire fut progressivement classée. Les dossiers furent archivés, les détails oubliés. Dans l'immensité de la tragédie que fut la guerre civile américaine, avec ses centaines de milliers de morts, qu'étaient quelques meurtres de plus? Dans les communautés d'anciens esclaves de Caroline du Sud, l'histoire prit une tournure différente. Le récit de l'homme pâle, enfermé pendant 12 ans, puis libéré pour devenir un vengeur fantomatique, devint une sorte de légende locale. Les détails se déformèrent avec le temps, les faits se mêlant à la fiction, la réalité s'estompant derrière le mythe. Certains disaient que Silas était devenu un esprit, incapable de trouver le repos tant que tous les péchés de l'esclavage n'auraient pas été punis. D'autres
plus pragmatiques, pensaient qu'il était simplement mort quelque part dans les bois, son corps jamais retrouvé. Quelques-uns murmuraient qu'il vivait encore, quelque part dans les montagnes reculées, un ermite pâle qui évitait tout contact humain. La vérité, comme souvent, était probablement quelque part entre ces extrêmes. Il existe un document, conservé dans les archives historiques d'une petite ville de Virginie occidentale, daté de 1877. C'est un rapport de shérif concernant un incident étrange. Un groupe de chasseurs s'était perdu dans les montagnes et avait trouvé refuge dans une grotte pour la nuit. Dans cette grotte, ils avaient découvert des signes d'habitation, un espace nettoyé, des outils rudimentaires, des traces d'un foyer longtemps éteint. Mais ce qui les avait le plus troublés, c'était la silhouette qu'ils avaient aperçue au fond de la grotte. Un homme, décrivait-il, d'une pâleur extraordinaire, presque luminescente dans l'obscurité. Il ne leur avait pas parlé, ne s'était pas approché. Il était resté immobile dans l'ombre la plus profonde de la grotte, les observant avec des yeux qui, selon leur description hésitante, semblaient réfléchir la lumière de leur lanterne, comme ceux d'un animal nocturne. Les chasseurs avaient quitté la grotte précipitamment, trop effrayés pour rester. Quand le shérif était retourné sur les lieux le lendemain avec une équipe, il n'avait trouvé aucune trace de l'homme pâle. La grotte était vide, comme si personne n'y avait jamais vécu. Était-ce Silas? Impossible à dire avec certitude. Mais l'âge de l'homme décrit par les chasseurs correspondait environ 45 ans à cette époque. Et la description physique, bien qu'exagérée par la peur et l'obscurité, contenait des éléments familiers. La pâleur extrême, les yeux étranges, le mouvement silencieux. D'autres observations sporadiques suivirent au fil des années. Toujours dans des régions montagneuses reculées, toujours concernant un homme pâle qui évitait le contact, qui ne parlait jamais, qui semblait exister à la frontière entre le monde humain et le monde sauvage. Mais aucune de ces observations ne put jamais être vérifiée de manière concluante. Ce qui est certain, c'est que les registres de la plantation Riverside, maintenant conservés dans les archives de l'État de Caroline du Sud, confirment l'existence d'un esclave nommé Silas, né en 1832, décédé à une date inconnue entre 1851 et 1864. Officiellement, il est listé comme disparu présumé mort après une tentative de fuite en 1851. Les registres confirment également l'existence de la cave sous la grande maison et même de la cage en fer. Quand la plantation fut finalement vendue et transformée en propriété privée dans les années 1880, les nouveaux propriétaires découvrirent cette cage et, troublés par sa présence sinistre, la firent démanteler et retirer. Mais il n'existe aucun document officiel confirmant qu'un homme ait jamais été enfermé dans cette cage pendant 12 ans. Elijah Caldwell n'a jamais enregistré cette punition dans ses livres de contes. Aucun témoin oculaire fiable n'a jamais témoigné de l'emprisonnement de Silas. L'histoire repose entièrement sur les traditions orales de la communauté d'anciens esclaves, transmises de génération en génération, changeant et se déformant avec le temps. Les meurtres de 1864 sont documentés dans les archives militaires de l'Union, mais les dossiers sont incomplets et contradictoires. Certains rapports mentionnent 8 victimes, d'autres jusqu'à 15. Les détails des méthodes d'exécution varient selon les sources. Et surtout, aucun suspect n'a jamais été formellement identifié ou arrêté. Alors, que s'est-il vraiment passé? Un homme a-t-il vraiment été enfermé pendant 12 ans dans une cage, développant des capacités physiques et mentales extraordinaires, puis libéré pour devenir un tueur méthodique? Ou est-ce une légende, née du chaos et de la tragédie de la guerre civile? Une histoire que les gens racontaient pour donner un sens à la violence et à l'injustice de cette époque? Les historiens débattent encore de cette question. Certains soutiennent que les éléments de base de l'histoire sont véridiques, même si les détails ont été exagérés. D'autres la rejettent comme une pure fiction, une légende urbaine avant la lettre. La vérité, comme pour tant d'histoires de cette période troublée, reste insaisissable. Ce qui est indéniable, c'est l'impact psychologique de l'esclavage et de l'isolement extrême sur l'esprit humain.
Les études modernes ont démontré que l'isolement sensoriel prolongé peut causer des changements profonds dans le fonctionnement cérébral, altérant la perception, la cognition, même l'identité fondamentale d'une personne. Est-il vraiment si incroyable d'imaginer qu'un homme, soumis à de telles conditions pendant 12 ans, en ressortirait transformé, changé en quelque chose qui n'est plus tout à fait humain au sens conventionnel? Et quant au meurtre, l'histoire humaine est remplie d'exemples de personnes qui, après avoir subi des traumatismes extrêmes, ont développé des capacités surprenantes et parfois terrifiantes. Le corps humain et l'esprit humain sont capables de s'adapter à des circonstances extraordinaires, de compenser la perte d'un sens en aiguisant les autres, de développer une force et une coordination supérieures à travers un entraînement obsessionnel. La technique utilisée pour tuer, le bris précis du coup, n'est pas surnaturel. C'est une méthode qui a été enseignée dans diverses forces militaires et organisations de renseignement à travers l'histoire. Avec suffisamment de pratique et de connaissances anatomiques, un homme fort peut briser les vertèbres cervicales d'une autre personne avec ses seules mains. Est-il impossible que Silas, à travers des années d'exercice obsessionnel et d'études mentales de l'anatomie humaine, ait développé cette capacité? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si l'histoire de Silas est littéralement vraie dans tous ses détails, mais plutôt ce qu'elle nous dit sur cette période de l'histoire américaine. C'est une histoire sur les conséquences du système esclavagiste, sur ce qui arrive quand on traite des êtres humains comme des objets, quand on leur nie leur humanité au point de les enfermer dans des cages comme des animaux. C'est aussi une histoire sur la vengeance, sur le fait que la violence engendre la violence, que l'oppression extrême crée parfois des réactions extrêmes. Les Caldwell, en enfermant Silas, pensaient probablement qu'ils le brisaient, qu'ils détruisaient son esprit et sa volonté. Au lieu de cela, ils ont créé quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui avait perdu tout ce qui le liait à l'humanité conventionnelle, qui n'avait plus rien à perdre, plus rien à craindre. En 1895, plus de 30 ans après les événements décrits, un journaliste de Charleston, nommé William Thatcher, mena une investigation sur les légendes locales de la région. Il interviewa des dizaines de personnes âgées, dont plusieurs anciens esclaves de la plantation Riverside. Tous confirmaient l'existence de Silas, tous racontaient l'histoire de son emprisonnement, bien que les détails varient considérablement d'un récit à l'autre. L'un des témoins, une femme nommée Sarah qui avait été enfant à l'époque, racontait qu'elle se rappelait vaguement de Silas avant son emprisonnement. « Il était étrange », disait-elle, « mais pas mauvais, juste différent. Les autres enfants le taquinaient à cause de sa peau, mais il ne répondait jamais. Il restait dans son coin, observant toujours, écoutant toujours. Après qu'ils l'ont emmené, nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. C'était comme s'il n'avait jamais existé. » Un autre témoin, un homme nommé Isaac, qui avait travaillé comme forgeron sur la plantation, offrait un détail troublant. « Je me rappelle avoir fabriqué cette cage, » disait-il. « Le vieux Caldwell, le père, m'a ordonné de la construire en 1842. Il n'a jamais dit pourquoi il la voulait. Je pensais que c'était pour enfermer des outils de valeur ou peut-être des documents importants. Jamais je n'aurais imaginé. » Sa voix se brisait, incapable de finir la phrase. Thatcher publia son article dans le Charleston Observer en janvier 1896. L'article causait une sensation modérée, mais rapidement oubliée dans le flot d'autres nouvelles. Les quelques historiens qui s'y intéressèrent critiquèrent sa méthodologie, notant que les témoignages reposaient sur des souvenirs vieux de plus de 30 ans, notoirement peu fiables. Et ainsi, l'histoire de Silas resta dans ce domaine ambigu entre faits historiques et légendes locales, trop bien documenté pour être complètement rejeté, trop extraordinaire pour être pleinement accepté. Il y a encore une dernière pièce du puzzle à considérer. En 1923, une femme nommée Clara Hutchins, descendante de l'un des hommes assassinés en 1864, découvrit un journal intime dans le grenier de sa maison familiale. Le journal appartenait à son arrière-grand-père, William Hutchins, le marchand d'esclaves tué à Charleston.
Dans l'une des dernières entrées du journal, datée du 10 mai 1864, une semaine avant sa mort, William écrivait quelque chose de troublant. « Je sens des yeux sur moi ces derniers jours. Je me retourne et n'aperçois que des ombres. Sarah pense que je deviens paranoïaque, mais je sais ce que je ressens. Quelque chose me suit, quelque chose attend. Est-ce une preuve que Silas traquait ses victimes avant de frapper? Ou simplement la paranoïa d'un homme vivant dans des temps troublés? Impossible à dire avec certitude. Clara Hutchins donna le journal à la bibliothèque historique de Charleston, où il reste conservé aujourd'hui, accessible aux chercheurs. Mais même ce document tangible n'offre pas de réponse définitive, seulement plus de questions. Alors, croyez-vous que cette histoire est vraie? Un homme peut-il vraiment être transformé par 12 ans d'isolement au point de devenir un tueur fantomatique? Ou s'agit-il simplement d'une légende, une histoire que les gens racontaient pour donner un visage et un nom à la violence chaotique de cette époque? Je vous laisse avec cette question. Commentez ci-dessous ce que vous pensez vraiment s'est passé. Abonnez-vous pour plus d'histoires inquiétantes tirées des archives oubliées de l'histoire. Et si cette histoire vous a troublé, partagez-la avec quelqu'un qui, comme vous, apprécie les mystères sombres qui se cachent dans les ombres du passé. Parce qu'au final, peu importe si chaque détail est littéralement vrai. Ce qui compte, c'est ce que l'histoire nous dit sur la nature humaine, sur les conséquences de la cruauté, sur ce qui se passe quand on pousse un être humain au-delà des limites de ce qu'il peut endurer. Quelque part, dans les archives poussiéreuses d'un tribunal de Caroline du Sud, il existe un dossier marqué « Affaire non résolue, Silas, esclave disparu, 1851 ». Ce dossier n'a jamais été fermé officiellement. Techniquement, après toutes ces années, l'affaire reste ouverte. Et peut-être, quelque part dans les montagnes profondes et sombres des Appalaches, dans une grotte que personne n'a visitée depuis des décennies, reposent les derniers vestiges d'un homme qui a existé à la frontière entre l'humain et l'inhumain, entre la victime et le vengeur, entre le mythe et la réalité. Ou peut-être pas. Peut-être que Silas n'était qu'une histoire, une légende née du chaos et de la douleur de la guerre civile américaine, un moyen pour les opprimés de cette époque d'imaginer une justice que la société ne leur offrirait jamais. Mais si vous vous trouvez un jour à marcher dans les montagnes des Appalaches la nuit, et si vous apercevez une silhouette pâle qui se déplace silencieusement entre les arbres, une figure qui disparaît quand vous essayez de la regarder directement, rappelez-vous cette histoire. Et demandez-vous, était-ce juste votre imagination? Ou était-ce quelque chose d'autre, quelque chose qui existe encore dans les espaces sombres entre la légende et la réalité? La vérité, comme Silas lui-même, reste cachée dans l'ombre, observant, attendant, ne révélant jamais complètement ses secrets.